Je trouve qu'on étire un peu les choses pour rien dans cet épisode. Enfin, quand on voit vers où ça part, je trouve que passer autant de temps sur ces mises en place, c'est un peu de la perte de temps en fait. En tout cas, ouais, c'était correct. Ça aurait pu être mieux, comme d'habitude, mais bon, hein, on prend ce qu'on nous donne. Alors, le premier segment se centre sur Star et Moon, qui se trouvent dans l'espèce de cachette au sanctuaire. Et ça donne clairement l'impression qu'elles sont là depuis quelques jours, puisqu'il ne reste plus un seul encas hein, dans l'espèce de machine spéciale où il y avait les réserves de nourriture, il ne reste plus rien. Donc, ouais, quoi, ça montre qu'elles sont restées là un certain temps. Et c'est un petit peu important à pointer, hein, j'y reviendrai un petit peu. Et alors qu'elles sont en train de faire leur petite sieste, il y a l'espèce de substance noirâtre qui afflue de partout, qui commence à recouvrir toute la salle. Et elles sont forcées de se barrer en laissant les membres du haut commissariat ici. Donc, alors, mort ou pas? En fait, j'en sais trop rien, quoi. Vu maintenant comment on a traité la mort de Glossaric, si c'est une mort définitive, parce que j'ai encore des doutes par rapport à ça, si c'est censé être une mort définitive, ce qu'on a vu avec Glossaric, maintenant je crois que plus rien me surprendra, quoi. Même à la fin, si ça se trouve, c'est censé être une mort définitive. Hein, j'y reviendrai là aussi. Ouais, quoi, elle laisse tout le monde là. Il y a Star qui utilise un sort avec sa baguette. Et ça change rien, elle n'est pas repérée particulièrement ou quoi que ce soit. Donc, je comprends pas la logique, quoi. Moon a vu que ça passait et qu'il ne se faisait pas repérer tout de suite en utilisant un sort. Mais elle considère quand même qu'il faut pas utiliser sa baguette magique pour une raison. Je sais pas, c'est un truc cumulatif. Au bout d'un moment, hein, s'il l'utilise trop, ça se verra. Et donc, elle veut éviter de commencer ça. Je ne sais pas trop, j'espère qu'on aura une résolution qui justifiera ça de façon satisfaisante, quoi. Pas juste, oh, elle s'est dit, faut pas que tu utilises ta magie, mais au bout du compte, elle peut utiliser sa magie comme elle veut, ça change pas grand-chose. J'espère qu'on partira pas là-dessus, j'espère qu'on aura un dénouement satisfaisant à ça. En tout cas, voilà, quoi, elles sont sans endroit où crécher, et c'est là que Star a une idée, en voyant un crapaud, hein, histoire de rendre la chose assez grossière. Alors que bon, elle aurait pu avoir les dessins, regarder le crapaud, mais bon, elle décide de se rendre chez Crapaud Taureau pour qu'il les héberge un petit moment. Pour qu'ils réfléchissent un petit peu. Alors Crapaud Taureau qui les accueille très gentiment. Seulement, voilà, il y a un petit problème de considération de la mère par rapport à Crapaud Taureau, quoi, qui voit vraiment les monstres de haut et donc elle a du mal à accepter ce personnage, que ce type soit sympa. Hein, on jouera là-dessus, c'est le point intéressant de cet épisode. Mais ça me fait me faire une petite remarque par rapport à l'évolution de Star. Enfin, si tant est qu'il y en a réellement une. Excusez-moi, c'est méchant. Apparemment, beaucoup de gens n'aiment pas que j'insulte un personnage fictif. Mais ouais, l'évolution de Star, quand même, à un moment donné, c'est qu'elle finisse par comprendre que les monstres peuvent être des gens de bonne foi, comme n'importe quel non-monstre. Et le truc, c'est que je me rends compte qu'on a zappé une étape. Mais vraiment, sincèrement, par rapport à ça. Dans l'épisode final de la saison 1, elle avait encore du mal à faire confiance à Crapaud Taureau. Après, il l'aide jusqu'au bout, donc il y a quelque chose qui commence à se nouer. Mais tout de suite après, la prochaine fois qu'on la met en avant face à des monstres, c'est lorsqu'elle les accepte pleinement. Au bout du compte, je viens de me rendre compte de ça en fait, parce qu'elle fait un petit commentaire sur le fait que sa mère a un problème avec les monstres, elle a du mal à les considérer, quoi, alors elle est raciste envers les monstres, tout ça, alors que tu l'étais toi-même. Fut un temps. Hein, et il y a quelque chose qui t'a fait comprendre que c'était plus que ça, que c'était plus compliqué que ça. Il y a eu quelque chose, une petite étape qui se manquait, et ouais, c'est quelque chose qui aurait été intéressant d'illustrer là-dedans, de montrer que oui, Star fut un temps pensait comme sa mère. Mais on le montre pas, quoi. Elle nous la joue comme si ouais, elle connaissait bien le truc, elle a toujours été cool avec les monstres, tout ça. Il y a un petit truc qui manque.
C'est pas affreux, on est bien d'accord. Hein. C'est le petit truc qui me gêne un chouïa. En tout cas, ce qui va me gêner le plus, c'est le fait que sa mère n'ait absolument pas de plan. Ça fait plusieurs jours qu'elles sont là. Et le seul truc auquel elle a pensé, Moon, c'est de se dire on va rester là à se cacher. Et ça va pas être meilleur pour Star comme on le verra. Mais voilà, Star se dit mais c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et elle a raison, Star, sur le coup quoi. On peut pas rester planqué alors que le grand méchant a les pleins pouvoirs, etc. Et que c'est nous les plus à même de l'arrêter. T'attends à ce qu'un sauveur quelconque sorte de nulle part ou qui meurt de vieillesse avant vous. Bien entendu qu'il faut faire quelque chose contre Toffee, prévoir quelque chose. Mais tu essayes de réfléchir à rien, ou j'en sais rien. Est-ce qu'on essaye de montrer que elle a essayé, mais elle a rien trouvé? Parce que ça, c'est quelque chose qui aurait été cool davantage appuyé. Voilà, j'aimerais avoir quelque chose, je me suis trituré les méninges à essayer de trouver, mais j'ai pas trouvé. Ça aurait été cool. Mais non, on l'appuie pas. C'est genre de détail, je vous jure, qui, si on y pensait un tout petit peu, affermirait grandement votre série parce que ça montrerait que vous pensez aux personnages, que vous pensez aux petits détails des personnages et au fait qu'ils foutent pas rien. Mais étant donné que vous montrez juste ça comme ah j'ai pas de plan, je pense juste à nous planquer durant une période de temps qui a l'air assez appréciable, un petit peu gênant de voir que vous rabaissiez ça à un niveau assez basique. Alors qu'il y avait quelque chose de plus complexe, de plus profond à faire, mais c'est pas ce qu'on fait quoi. Enfin bon, Star est pas super contente que sa mère veuille rien foutre, donc elle se dit ok, je vais me barrer en catimini en demandant de l'aide à Bullfrog, à Crapotoro, pour me barrer. Voilà, ce qui amène à un passage de plusieurs minutes où Crapotoro essaiera de détourner l'attention de Moon via un jeu de plateau. Et c'est la partie intéressante dans le sens où il y a vraiment cette espèce de différence totale d'appréhension, de vision d'un clan comme de l'autre, quoi. Les monstres considèrent que les humains sont les monstres au sens plus large du terme, alors que bon, c'est l'inverse pour les humains. Donc il y a cette espèce de choses qui se créent par rapport donc au jeu de plateau typique de Crapotoro, et au bout d'un moment, ça éclate. Ça éclate un petit peu, alors qu'on a une petite mise en scène un peu trop gaguesque pour moi, mais bon, hein, faut s'y faire. Où Star essaye de s'échapper en catimini derrière son dos, et elle met 3 plombes pour ça. C'est aussi un truc, quoi, le fait de faire durer ce jeu aussi longtemps, ça fait passer Star pour une légère incompétente, parce que voilà, elle est pas foutue en l'espace de 4 minutes de traverser 20 mètres, hein, même pas 20 mètres jusqu'à la porte. Même en y allant mollo, ça me paraît un petit peu gros quand même, quoi. C'est un détail de mise en scène, c'est histoire de dire. En tout cas, voilà quoi, ils finissent par s'engueuler un petit peu sur cette vision des choses, tandis que, ouais, il y a ce côté, on protège nos enfants, vous voulez manger, etc., des deux côtés. Ça les amènera à se disputer sur l'importance qu'ils donnent à leur famille, et Crapotoro se sentira tellement visée, quoi, qu'elle la voit de haut sur le fait qu'elle se soucie de son enfant, et il peut pas comprendre ça, alors que lui, oui, il se soucie de ses enfants, bordel de merde. C'est quand même très important pour lui, qui se dit, ok, vous savez quoi, je vais pas rentrer dans ta combine, Star, je vais me montrer responsable en disant que oui, je suis parent moi aussi, tu vas pas partir alors que ta mère veillait sur toi. Et ils finissent par se retrouver là-dedans. C'est assez bien fichu. Voilà, cette espèce de lien entre Crapotoro et Moon est plutôt bien foutu, je trouve. Voilà, c'est le truc qui passe bien dans cet épisode. Le reste est un peu discutable, surtout la fin, parce que là, maintenant, Star, elle peut pas sortir, quoi. Hein. Elle est surveillée par 2 parents inquiets, seulement, voilà, elle parvient à s'en tirer grâce aux enfants têtards de Crapotoro qui ont gagné un certain niveau de conscience maintenant. Hein. Ils sont dans la phase tétarado ou un truc comme ça. J'imagine, il y en a même un d'entre eux, c'est Katrina, son préféré, hein, son enfant préféré, et qui lui parle, parce que là, elle a commencé à apprendre à parler. C'est un truc qui vient naturellement, c'est pas quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, c'est quelque chose qui vient comme ça, tout d'un coup, on sait parler. Ah, et on a un langage articulé, bien fichu, on sait faire des phrases parfaites, tout ça, c'est comme ça que ça marche chez les monstres, hein. C'est une capacité qui surgit comme ça.
Voilà, on sait parler couramment, sans problème, d'un jour à l'autre. Voilà, c'est magique, hein. Vous savez quoi, je vais pas trop me plaindre là-dessus, mais c'est juste que c'est pas... C'est un détail, c'est vraiment un détail. Hein. Donc voilà, et ils ont fait une espèce de trou pour se barrer vite fait lorsqu'ils voulaient s'amuser en boîte, ce genre de conneries. Donc c'est grâce à ça qu'ils permettent à Star de se barrer. Et c'est là que Star leur révèle qu'elle n'a pas de plan. Elle veut juste foncer dans le tas. Et ouais, à nouveau, si on essayait d'appuyer le fait que Star essaye de trouver quelque chose mais n'y arrive pas, essaye de pondre un plan d'attaque pour s'en prendre à le château mais n'a pas trouvé de voie et se dit ok mince il faut quand même que j'y aille parce que mon père est en danger, il faut arrêter d'étoffer etc. J'y vais quand même, ça aurait été plus fort mais là il faut traiter ça sous le ton du gag. La légèreté comique. Donc ça n'a pas autant de poids et ça fait passer Star pour une grosse inconsciente qui veut juste se battre et qui réfléchit pas plus que ça. Alors qu'il y avait moyen d'amener à la même chose, c'est-à-dire le fait qu'elle fonce dans le tas après avoir envisagé certaines options. Mais c'est pas ce qui est fait. Et c'est un petit peu énervant, voilà. Hein, c'est comme ça que ça se termine. Star fonce à l'assaut du château. On verra pas ça tout de suite, mais c'est là que ça se termine ce demi-épisode. Ça, allez, c'était correct, comme je l'ai dit, c'est surtout grandement sauvé par la petite relation entre Crapaud Taureau et Moon qui était assez jolie, assez bien faite. Le reste était un peu discutable, était moyen je trouve, mais voilà, ça fait un peu progresser les choses. Et pour amener à ça que Star fonce direction du château pour se battre, je trouve que au bout du compte, ça fait un peu beaucoup de mise en place pour rien, parce que tout ce qu'on en retire, c'est que Star veut se barrer au château pour se battre. Et ce qui amène aussi à ce que ce qui s'est passé dans l'épisode 1 n'ait pas particulièrement de poids. Parce que voilà quoi, il me semblait qu'à la fin du premier segment, de la première moitié de l'épisode 1, Star comprenait mieux sa mère et voulait vraiment l'accompagner pour être avec elle dans cette adversité. Mais au bout du compte, j'imagine qu'à l'espace de quelques jours, ça s'est étiolé ça et ils ont toujours la même relation mère-fille où la fille a du mal à faire confiance à sa mère et veut se rebeller parce que c'est plus important d'aller se battre quoi. C'est ce qui ressort. Et au bout du compte, le lien qu'elles ont formé, cette espèce de début de lien qui semblait se former à la fin de la première moitié de la saison 1, ça valait pas tripette. Voilà. C'était là, quoi, histoire de... Donc ouais, ça fait perdre un peu de poids à l'épisode 1, je trouve ça. En tout cas, le second segment est pas fameux, mais là aussi, il y a une scène assez sympathique qui rattrape le tout, même si à la fin, on se dit tout ça pour ça. Enfin, tout ça pour ça, ça dépend ce que ce ça est exactement. Mais bon, ce qui se passe, c'est que, donc, comme j'avais prévu, Ludo a conquis hors champ tout Muni, bon, sachant que les habitants ont l'air de prendre ce qui vient. Vraiment, il y a un nouveau dirigeant qui a défait la garde royale, s'il y en avait une. Un nouveau, quoi, il y avait que le roi qui se battait dans l'épisode précédent. Vraiment, c'est de la merde. Et ça aide vraiment pas, je veux dire, encore moins à appuyer cet épisode-là. Quand on a eu l'épisode précédent, cette espèce de merde qui a été faite autour de River. En tout cas, voilà, Ludo s'installe, il fait virer tous les portraits des Butterfly et donc il essaye de vendre de la marchandise autour de lui. Ça marche pas, les gens l'aiment pas trop, c'est traité à la rigolade. Et vous voyez, il est pas content. Bah, tu veux que les gens m'aiment, allez, mais moi je vous leur donne. C'est un putain de gamin débile, tout ce qu'on a. Ludo se rend auprès de River qui est enchaîné à côté de Marco en lui ordonnant d'ordonner à son peuple de l'aimer. Ça ne marche pas comme ça, connard, mais ouais, c'est à nouveau trop con pour saisir ce genre de détails. Je comprends pas ce besoin régulier de mettre sans arrêt des personnages débiles au centre de vos intrigues dès lors que vous faites une série qui se veut un tant soit peu comique. Parce que débilité égale comédie à chaque fois, c'est toujours ça. On peut pas avoir une putain de série comique sans avoir un personnage débile qui est mis en avant. En tout cas en termes d'animation. Hein. C'est super gonflant. Vraiment. En tout cas, voilà, il est stupide. Ludo, il se dit, ok, soit demain tu dis à tout le monde de m'aimer, soit je t'envoie dans l'espace avec mon Levitato. Parce que voilà, il est tellement fier de son sort Levitato qu'il a maîtrisé. Voilà.
Et donc River dit non, hein, donc ok, on verra ça demain. Et pendant ce temps-là, quoi, il y a un gag complètement ridicule. Et honnêtement, qui est moyennement raccord avec qu'on verra par la suite, où Ludo a du mal à mettre son collier avec la clé autour du cou, la clé des menottes, donc il utilise du beurre pour mieux faire glisser ça. Et il laisse le beurre derrière. Ce qui va permettre à Marco de s'en servir pour se sortir des menottes, parce que oui, ça marche comme ça, quoi. Du beurre, ça fait tout passer en 2 temps 3 mouvements. Hein. Le roi étant trop con pour l'utiliser comme il faut et il le bouffe directement, parce qu'il est stupide, River. Voilà, c'est tout ce qu'il est, il est stupide. Ça accentue de plus en plus l'incohérence que j'ai notée dans l'épisode 1, le flashback, où il donnait l'impression d'être quand même quelqu'un d'un petit peu sensé quand même dans ce qu'il faisait. Mais là, non, c'est juste un débile. Il se comporte en débile tout le temps, River. C'est tout ce qu'il fait. Hein, la fin, ce sera encore pire, je trouve. En tout cas, voilà, on va avoir toute une parenthèse qui servira à rien au bout du compte, où Marco essaiera de retrouver Ludo via les conduits de ventilation et pour lui piquer la clé afin de libérer le roi. Hein, et en chemin, il tombera sur Rubériot, le chanteur. On n'expliquera pas du tout comment il a su pour Star et Marco, hein, ça c'est clair maintenant. Hein. C'était juste un truc qu'il le savait. Pour aucune raison, un tant soit peu logique, qui ne sera expliqué, mais il le savait que Star avait en pensée pour Marco. Détail qui n'a rien à voir avec l'histoire. En tout cas, voilà, il est accompagné de 2 autres artistes, une bouffon du roi, comme on dit, et une mime, qui honnêtement... Et je pense qu'on les a vus, ces deux-là. Je suis presque certain que la bouffonne, on l'avait déjà vue parce que c'était elle, dans l'épisode précédent, hein, qui s'occupait du singe avec qui le roi aimait bien se bagarrer. Oui, j'ai pas parlé de ça, c'était de la merde. Ça fait partie des gags de merde de l'épisode précédent autour de River. Et ouais, il y a la mime, sans doute qu'on l'a vu dans l'épisode précédent elle aussi, et, ouais, qui est très intéressante dans son design. Je trouve que vous réussissez très bien à rendre le personnage assez classe avec son design de mime. Et on essaye de la rendre assez cool à ce niveau-là. Je trouve qu'elle passe super bien. Alors le seul détail qui me gêne un petit peu, mais bon, à nouveau il faut qu'on force le gag, c'est que à un moment donné, on la voit parler rapidement et elle a une voix ultra rauque de mec, presque. Histoire de dire, de faire le contraste. C'était marrant ça. Bon, en dehors de ça, je trouve qu'elle passait très bien. Et c'est eux qui permettent la meilleure scène de l'épisode, enfin de ce demi-épisode. Puisque Marco essaiera donc de se faufiler pour piquer la clé à Ludo en inspirant les autres. Il y a Rubériot qui fera un discours à la con, comme quoi un artiste, ça ne participe pas, ça n'accomplit rien, ça commente, ce qui est complètement con. Hein. Un artiste peut accomplir des trucs, hein, faut arrêter les conneries. Et bon, ouais, on sent que c'est plus une excuse pour se dédouaner de ça. Mais bon, après un discours qui marchera pas et Marco qui le prendra un petit peu d'eau, ils finiront par être convaincus que oui, on doit participer pour détourner l'attention de Ludo, pour l'aider à piquer la clé. Et oui, le petit truc, pas grand chose qui me gêne un petit peu, c'est le fait que Marco essaye de subtiliser la clé en la faisant remonter par sa tête, alors qu'on a vu justement que c'était ultra serré et qu'il est obligé de le ressentir si tu essayes de le piquer comme ça, quoi. Tu peux pas piquer cette clé sans te faire remarquer incognito. Hein. Quand bien même Ludo est stupide, c'est quelque chose qu'il devrait voir assez facilement. Mais non, non. En tout cas, voilà, tout le passage où ils essayent de distraire Ludo est assez marrant, un petit peu inventif. Ça met en avant nos 3 personnages d'artistes du coin, et je trouve que c'est sympathique, vraiment. Et si ça s'inscrivait dans une meilleure intrigue globalement, ça aurait pu être très très sympathique. Là, c'est juste sympathique sans plus, parce que voilà, au bout du compte, ils piqueront la clé incognito sans se faire repérer. Et donc Marco peut l'amener au roi. Le roi qui décide que non. Non, 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 je veux pas. Je veux rester avec mon peuple, je ne veux pas m'enfuir. Sachant que si tu t'enfuis, tu peux peut-être arriver à être avec ton peuple en leur parlant en étant en fuite, c'est-à-dire libre, et pas en étant prisonnier. C'est ridicule, c'est complètement con comme décision là. Je veux être avec mon peuple, ils sont pas prisonniers avec toi, ils continuent d'errer, de vagabonder dans leur ville.
en ayant à peu près rien à foutre. C'est-à-dire que bon, peut-être que ça va pas super bien pour eux, mais ils continuent un petit peu leur vie, quoi. Donc comment ça t'es avec ton peuple, avec ça? Je comprends rien. Je comprends absolument pas la logique de la décision. Mais voilà, à nouveau, stupide. Et tout ça pour amener à donc une conclusion de fin qui aurait pu se faire directement. Limite, hein, on aurait pu sauter tout ce qui s'est passé, avec Marco qui essaye de trouver la clé pour libérer le roi, etc., etc., et juste passer à ce moment-là où, à la fin, donc, Ludo arrive, donc genre 2 secondes après que Marco essaye de libérer le roi, comme par hasard, et ben dis donc, et donc fait sortir le roi pour l'exécuter. Et enfin, l'exécuter, grand mot à nouveau, je suis vraiment pas sûr, hein, ça me paraît assez improbable qu'il soit réellement mort, le roi, parce que voilà, quoi, il essaye de faire un petit discours pour donner du courage aux gens, mais très vite, Ludo se dit merde, allez, je le balance dans la stratosphère avec ma baguette. Et est-ce qu'il est mort ou pas? Je sais pas. À nouveau, si c'est ça, sa mort, c'est comme pour Glossaric, et même un petit peu comme pour les membres du Haut Commissariat, c'est vraiment sans cérémonie, et pas vraiment sur une meilleure dernière impression du personnage, hein. Donc, ouais, est-ce que c'est la fin ou pas? J'en sais rien. Le truc, c'est que si c'est censé être la fin du roi, tout comme c'était censé être la fin de Glossaric dans l'épisode précédent, eh ben dis donc, vous êtes vachement doué pour ne donner quasiment aucun poids à ça. Vraiment quasiment aucun poids. Hein, s'il est censé être mort, River, là, waouh, j'en ai rien à foutre, hein. Totalement rien à foutre, hein. La façon super expédiée dont vous le mettez en scène, dont les gens réagissent ultra rapidement, histoire de dire, mais vraiment sans que ce soit traité vraiment au sérieux, complètement. Je veux dire, même à la toute fin, quoi, il y a Marco qui se dit, ouais, cette fois c'est la guerre, on part en guerre, et donc il se fait des peintures de guerre, et tu te dis, oh, ok, c'est un petit peu sérieux ça, et tout d'un coup, étant donné qu'ils sont dans les égouts, il y a un des artistes qui dit, hey, tu sais que c'est pas de la boue que tu t'es mis, hein? Gag, ta 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 ta. Voilà, quel respect du personnage. Donc, je vais partir du principe qu'il n'est pas réellement mort, qu'il va être sauvé d'une façon ou d'une autre, River, et donc c'est pas si grave que ça. Mais s'il est censé être mort, ouais, un petit peu du foutage de gueule, hein. J'ai jamais été grandement fan de River, mais bon, quand même, dans les saisons 1 et 2, j'arrivais à l'apprécier un tout petit peu à 2-3 moments, quoi. Il n'était pas si affreux que ça. Dans cette saison 3, vous partez sur une très, très mauvaise impression du personnage, hein. Vraiment. Hein, à part en flashback, mais à nouveau c'est complètement inconsistant avec ce qu'il est plus tard. Je sais, les gens changent en grandissant, je suis sûr que vous pouvez me dire ça si vous voulez. Donc, ouais, si c'est ça sa fin, ça vaut rien, quoi. Ça vaut que dalle. Surtout après l'épisode précédent, quoi. Donc voilà, c'est difficile à dire, j'ai trouvé ça passable, ce second segment. À nouveau, si c'est censé être ça la vraie mort de Glossaric, je trouverais pas ça juste passable, ce serait médiocre. Ça dépend un petit peu par la suite. Mais bon, le premier segment est correct et rattrape bien le coup. Et c'est un épisode qui se regarde. Voilà, ça fait progresser les choses. Ça s'étend un peu pour rien à plusieurs moments, je trouve, malheureusement. Et ça aide moyennement les personnages, mais ça les descend pas trop ce coup-ci, contrairement à l'épisode précédent. Donc j'arrive à apprécier un petit peu plus. En tout cas, ouais, le prochain épisode, ce sera en une seule partie, il n'y aura pas deux parties, et ça sent un début de résolution, ou un petit changement par rapport à la suite, j'ai le sentiment. Donc voilà, il va y avoir enfin la confrontation entre Star et Ludo Toffee. Hein, et si ça se met en place sur vraiment un épisode entier, ça peut valoir quelque chose, ça peut être très cool, et c'est tout ce que j'espère. On verra ça, à bientôt pour l'épisode 4, bye!